Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va décoder une œuvre absolument monumentale. Il s'agit de la thèse soutenue en 2013 par le chercheur David Pouvreau, qui se penche sur Ludwig von Bertalanffy et l'histoire aussi profonde que fascinante de la théorie des systèmes. Attention, ce n'est pas juste une petite révision académique de surface. Le but de cette exploration, c'est vraiment de retracer la généalogie d'une pensée qui a totalement bouleversé notre façon de comprendre la complexité du monde. Et pour bien planter le décor, gardons en tête cette citation du philosophe Arthur Schopenhauer. Il disait que la tâche n'est pas d'inventer un univers physique que personne n'aurait jamais remarqué, mais plutôt de penser ce que tout le monde voit d'une manière dont personne n'a encore pensé. C'est exactement ça. C'est l'art de regarder le monde connu, que ce soit la biologie, la physique ou la société, à travers une lentille flambant neuve et interconnectée. Un vrai changement de paradigme. Ce document source publié en 2013, c'est vraiment du lourd. C'est un travail d'une densité historique exceptionnelle. L'auteur a méticuleusement catégorisé, étape par étape, la progression des idées de Bertalanffy. Et c'est justement cette structure hyper rigoureuse, presque architecturale, qui va nous servir de guide tout au long de cette analyse. Au programme aujourd'hui, 5 grandes étapes. D'abord les origines de la systématologie, ensuite les concepts fondateurs, puis le passage à la biologie organismique, la fameuse théorie des systèmes ouverts, et on terminera sur l'héritage laissé aux cybersciences. On attaque donc tout de suite avec notre première partie, les origines de la systématologie et son contexte de crise. Replongeons-nous un instant au début du XXe siècle. C'est une époque marquée par une crise profonde, tant au niveau scientifique que culturel. Face à ce chaos, le jeune Bertalanffy se tourne vers ce qu'on appelle l'idéal de la Bildung. En gros, c'est une vision germanique du monde, farouchement anti-utilitariste, qui rejette la massification. On privilégie plutôt une culture de soi globale, holistique. Face au désordre ambiant, il cherchait littéralement à construire un nouveau cosmos, un ordre harmonieux pour donner du sens à la réalité. Ce qui nous amène logiquement à la deuxième étape de notre exploration, les concepts fondateurs et les batailles intellectuelles de l'époque. Pour mesurer à quel point Bertalanffy a innové, il faut absolument comprendre ce qui dominait à ce moment-là, le mérisme. C'est une approche purement analytique et réductionniste. L'idée de base est super simple. Pour comprendre un phénomène complexe, il suffit de le démonter en toutes petites pièces isolées. C'était la méthode star de la science classique, mais elle commençait sérieusement à s'essouffler. Et à l'extrême opposé de ça, on trouve le holisme. Le holisme soutient que les phénomènes sont des tout irréductibles. C'est la fameuse maxime « le tout est bien plus grand que la simple somme de ses parties ». Au début du siècle, cette idée de totalité s'est répandue comme une traînée de poudre offrant une toute nouvelle grille de lecture de la réalité. En biologie, ce débat philosophique a provoqué un vrai choc frontal. D'un côté, on avait les défenseurs du mécanicisme, qui essayaient de réduire la vie à de simples réactions physico-chimiques. Et de l'autre, les partisans du vitalisme, qui juraient que la vie était gouvernée par des principes métaphysiques immatériels. Bref, une impasse intellectuelle absolue, deux camps totalement irréconciliables. Mais ce qui est dingue, c'est que cette vague holistique n'a pas touché que la biologie. On a assisté à une éruption simultanée dans une multitude de disciplines différentes. Ça allait de la physique moderne à la psychologie de la Gestalt, en passant par l'embryologie, la médecine psychosomatique et même les sciences sociales. C'était une véritable onde de choc, une rébellion académique globale contre le réductionnisme. Il y a aussi un point historique très important que les sources documentent et qu'il faut aborder factuellement. Ces concepts biologiques de totalité ont, tragiquement, été idéologisés. Dans le climat extrêmement tendu de l'époque, cette vision holistique a parfois été récupérée et déformée par des idéologies politiques controversées et totalitaires, comme l'État national-socialiste, pour justifier la notion de communauté organique au détriment pur et simple de l'individu. C'est un contexte historique particulièrement lourd qu'il ne faut pas ignorer. Allez, passons à notre troisième axe, vers la biologie organismique, là où la pensée systémique prend vraiment racine. Face à cette fameuse impasse entre mécanisme et vitalisme, le génie de Bertalanffy était de construire une nouvelle synthèse, étape par étape. Il a commencé par le perspectivisme, l'idée que notre connaissance est relative à notre constitution biologique. Ensuite, il a posé les bases de la biologie organismique, où l'organisme est vu comme un tout obéissant à des lois de niveau supérieur. Et c'est ça qui a servi de tremplin final à la théorie conceptuelle des systèmes ouverts. Ce qui nous fait entrer de plein pied dans notre quatrième partie, la théorie des systèmes ouverts et son actualisation. C'est vraiment la pièce maîtresse de sa pensée. Bertalanffy réalise qu'un organisme vivant n'est pas du tout une machine fermée et statique. C'est un système ouvert. Il se maintient dans ce qu'il appelle un équilibre de flux. En clair, il conserve un ordre dynamique, non pas en s'isolant, mais justement parce qu'il échange en permanence de l'énergie et de la matière avec son environnement. C'était une avancée monumentale pour comprendre le maintien de la vie. Ce qui nous propulse vers notre cinquième et dernière partie, l'explosion transdisciplinaire et l'héritage des cybersciences.
C'est le moment où les idées sortent de la biologie pour croiser d'autres sciences. Historiquement, le rythme s'accélère. On parle de la biologie mathématique des années 20, on passe par les fameuses conférences Macy sur la cybernétique dans les années 40, et le grand boom arrive en 1954 avec la fondation de la Society for General Systems Research. Là, ça marque vraiment la cristallisation d'un mouvement systémique à l'échelle mondiale. Et quand on regarde les fondateurs de ce mouvement, la diversité est bluffante. On y trouve Ralph W. Girard en neurophysiologie, Anatole Rapoport en mathématiques, James J. Miller en psychologie et Kenneth E. Boulding en économie. C'est la preuve irréfutable que le mouvement était authentiquement transdisciplinaire. Chaque domaine est venu apporter sa pierre à l'édifice pour construire cette compréhension globale. Par contre, au sein même de ce mouvement naissant, une grande distinction s'est opérée. Il faut bien différencier la systémologie générale de Bertalanffy, qui mettait l'accent sur un ordre organique, fluide et dynamique, inspiré du vivant, de la cybernétique. La cybernétique, elle, adoptait une vision beaucoup plus machinaliste, basée sur des boucles de rétroaction et des états déterministes. Ce sont deux approches sœurs, certes, mais avec des sensibilités vraiment différentes sur la nature profonde des systèmes. Et ça nous amène à la réflexion finale de cette exploration. Toute cette vision nous pousse à ne plus jamais considérer le monde comme un simple tas de pièces isolées. La grande question qui subsiste, c'est de savoir comment ce projet herméneutique monumental continue d'influencer notre compréhension des systèmes ultra complexes d'aujourd'hui, qu'il s'agisse de défis écologiques, de réseaux économiques mondiaux ou de technologies de pointe. C'est une réflexion absolument essentielle pour décrypter l'avenir et le monde de demain.